Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à notre magnifique festival Son et Lumière, Nathalie Brochard. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est Jan Lipnik, que je vais vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Jan Lipnik est l'un des grands géobiologues modernes. Si. Il observe, à vrai dire, combien l'architecture du monde entier, et vous le verrez, renvoie à ce que la nature nous révèle dans sa lumière, la géobiologie sacrée. Yann a également développé une méthode de clair ressenti, où le corps est l'unique instrument de musique, j'allais dire, magnifique, hein, la lapsus, de mesure. Avec Jan Lipnik, c'est la vision d'un monde merveilleux, accessible, qui s'offre à tous. Et vous le verrez dès à présent. Je vous présente Jan Lipnik. Bonjour Oui. Jan. Bonjour à tous, bienvenue à tous les auditeurs de ce festival de son et lumière. Donc moi je vais parler de la lumière invisible. Ah oui, et il y a de quoi en dire et en redire. Et du coup, je vais vous laisser ensemble en toute intimité. À tout à l'heure, je reviens à la fin. Bon, merci. Eh bien, donc pour commencer ce sujet, la lumière, donc c'est le son et la lumière, le thème on va dire, de ce festival. Moi, j'ai choisi plutôt d'illustrer la lumière, bien qu'en géobiologie sacrée, il y ait aussi l'utilisation de son, on va voir. Mais tout d'abord, je vais parler, avant de parler de géobiologie, du corps humain, notre corps qu'on peut appeler aussi un corps de lumière. On a une lumière à l'intérieur de nous qui nous traverse, qui habite en nous. Cette lumière, on pourrait dire qu'elle est composée d'éther. On parle de corps éthériques, de corps astral, de corps qui ont des fréquences, on va dire, plus subtiles, des fréquences de lumière. Et avant de vous présenter la géobiologie, je voulais juste vous dire que voilà, moi, c'était ma méthode, c'était de travailler avec les mains et avec tous nos canaux de perception pour pouvoir interpréter le monde invisible qui nous entoure. Et donc, je ne vais pas faire une conférence là-dessus sur l'interprétation du monde invisible, mais sachez que notre corps de lumière, eh bien, on peut aussi le photographier. J'ai utilisé parfois donc, la caméra GDV du professeur Koroskov pour faire des expériences justement d'équilibrage énergétique sur des personnes. Là, on voit par exemple une photo avant un équilibrage énergétique et ensuite après, où on peut voir la différence dans l'aura. Donc, notre corps émet un champ d'énergie qui est, on pourrait dire, un champ de lumière subtil. Et c'est grâce à ce champ bien qu'on va commencer à faire des mesures et à percevoir le monde invisible qui nous entoure. Donc, pour cela, bien, il faut quand même avoir un minimum de connaissances du corps humain. Et c'est pour ça que j'ai écrit 3 livres sur le corps humain, on va dire, sur les corps énergétiques et sur nos moyens de perception. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre de canaux qui vont nous permettre de percevoir le monde invisible et d'interpréter, on va dire, la nature subtile de tout ce qui nous entoure. Donc, on va dire, moi qui ai étudié, on va dire, les mystères de la Terre, eh bien, je me suis aperçu que pour pénétrer ces mystères, il fallait d'abord que je pénètre dans mes propres mystères personnels, c'est-à-dire comment on fonctionne et comment ces canaux peuvent être activés, purifiés, activés, de façon à pouvoir les utiliser pour percevoir les choses subtiles qui nous entourent. Donc, c'est ma façon d'aborder le monde et c'est comme ça que j'ai fait des recherches depuis maintenant plus de 30 ans sur la géobiologie. Et j'en suis venu à écrire quelques livres sur la géobiologie comme celui-ci, où on voit justement un symbole aussi que j'ai plus ou moins créé, on va dire, avec mes guides pour illustrer ce livre où je parle justement de ces différentes méthodes.
Et ces méthodes, bien, c'est des méthodes cachées, évidemment, puisque la géobiologie, c'est une science, on pourrait dire, qui s'est perpétuée à travers le temps, mais qui a toujours été une science cachée. Donc, réservée, on va dire, à quelques personnes qui avaient la capacité de percevoir ces choses-là, de les interpréter. Un de mes, on va dire, de mes lieux favoris de géobiologie, c'est le Mont Saint-Michel, où j'étais encore l'année dernière à la Saint-Michel d'automne pour activer, équilibrer, purifier ce lieu qui est merveilleux, qui est un de nos lieux, on va dire, fétiches pour en ce qui concerne la géobiologie. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. On va voir déjà que la géobiologie, c'est une science, on va dire, la géobiologie, c'est une science qui permet de comprendre le monde vivant. Donc, on peut, par exemple, cette image, bon, là, je suis en train de faire des recherches pour comprendre pourquoi l'arbre, il a pris cette forme. En fait, il y a des phénomènes invisibles qui ont fait que l'arbre s'est tordu. Sur la diapo un peu plus bas, eh bien, on voit qu'il y a un arbre qui est complètement tordu, c'est parce que lui, il a poussé sur un vortex, un gros phénomène qui a modifié la structure et la puissance de l'arbre. En fait, c'est une glycine qu'on voit qui a tordu tout un ensemble sur lequel elle reposait, tellement l'arbre est devenu puissant grâce à la force du vortex, dont on va en parler tout à l'heure. Et puis là, sur une autre diapositive, on voit aussi, je suis en Espagne en train de faire des recherches sur les abeilles. Donc, moi, je suis apiculteur et je cherchais sur quelle famille de réseaux telluriques eh bien, les abeilles vivaient le mieux. Et donc, j'ai fait pour cela l'étude d'anciens ruchers millénaires pour savoir comment les anciens avaient choisi de placer leurs ruches par rapport au phénomène géobiologique. Donc, la géobiologie, c'est aussi comprendre comment le monde fonctionne, on va dire, et comprendre aussi par rapport aux animaux, par rapport aux humains. En fait, la géobiologie, c'est la compréhension des influences de la Terre sur le monde vivant, aussi bien sur la végétation, sur le monde animal et sur le monde humain, évidemment. Donc, tout cela est lié à l'architecture et on va s'apercevoir qu'en étudiant des monuments anciens, des châteaux, des cathédrales, des ponts qui ont plusieurs siècles, on va s'apercevoir que tous ces bâtiments ont été construits en relation avec les phénomènes telluriques qui étaient sur place et que les anciens connaissaient cette science et l'ont mis en application à travers l'architecture, ce qui maintenant est un peu oublié, on va dire. Mais à l'époque, tout ce qui était bâtiment de pierre, les châteaux, les abbayes, les églises, on va voir que tout ça, ça reposait sur une connaissance très ancienne des phénomènes terrestres. Donc c'est assez passionnant d'aller étudier tous ces châteaux et de voir comment sont agencés les réseaux, les vortex, les cheminées. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de hasard. Les anciens avaient vraiment cette science, maîtrisé cette science. Cette science, évidemment, une fois qu'on l'a étudiée, on peut la mettre en application dans l'habitat. C'est une des applications, on va dire, de la géobiologie. C'est comment arriver à équilibrer son lieu de vie pour vivre en bonne santé dans ce lieu et pour pouvoir se régénérer. Car si votre habitat est déséquilibré, bien chaque fois que vous allez rentrer chez vous, au lieu de vous régénérer, vous allez perdre de l'énergie, ce qui est dommage, parce que déjà qu'on en perd quand on va en ville, quand on va dans les grands magasins, etc., on est sous l'influence de différentes pollutions. Donc, normalement, quand on rentre chez soi, c'est vraiment un lieu pour se régénérer, se ressourcer. Et si votre maison est déséquilibrée par des cours d'eau souterrains, par des réseaux négatifs, etc., qui croisent certains endroits sensibles de votre maison, eh bien, vous allez mal vous régénérer. Et nous, notre rôle de géobiologue, eh bien, ça va être d'équilibrer les lieux pour que tout le monde puisse se sentir bien chez soi, se régénérer et être en bonne santé, évidemment. C'est lié aussi à l'équilibre de la santé.
la géobiologie sacrée. Donc ça, c'est encore un autre domaine. On va dire que là, c'est plus du développement personnel, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va sur ces lieux sacrés, que ce soit des dolmens, des sites mégalithiques, des cathédrales ou des temples anciens, là c'est en Thaïlande, eh bien, c'est comment les anciens, ils avaient réalisé des lieux très puissants en énergie sur des phénomènes qui existaient déjà et qu'ils ont renforcés en créant, on va dire, des édifices qui vont amplifier les phénomènes et qui vont pouvoir, on va dire, être utilisés dans le cadre, on pourrait dire, pratiquement de l'alchimie, c'est-à-dire l'alchimie, c'est la transformation de l'être et c'est l'intégration de notre corps de lumière au plus profond de nous-mêmes. Et on s'aperçoit que les anciens avaient réalisé des lieux qui étaient vraiment des lieux alchimiques de transformation, de guérison aussi, des lieux aussi de méditation, des lieux spirituels. Et on va comprendre pourquoi, dans ce diaporama, je vais vous expliquer pourquoi ces lieux étaient particulièrement propices à l'élévation spirituelle. Dans la géobiologie, évidemment, on s'occupe aussi de l'eau. L'eau, donc, cet élément pratiquement le plus important. Comment dynamiser l'eau, comment la purifier avec des méthodes que nous allons étudier sûrement lors de l'atelier que j'animerai. Donc, l'eau, c'est très important et nous portons une attention particulière, je veux dire, à l'eau et à comment on peut la dynamiser, la purifier et même la structurer. Une autre utilisation de la géobiologie, c'est la cosmoculture, c'est-à-dire c'est une acupuncture terrestre qui va permettre de dynamiser des espaces justement pour de l'agriculture, pour aussi bien pour de l'élevage, pour les forêts, etc. Pour dynamiser la nature. Eh bien, les anciens avaient compris qu'on pouvait utiliser des pierres levées pour pouvoir, un peu comme en acupuncture, hein, pour pouvoir dynamiser des espaces sur des points particuliers. Donc ça, c'est aussi une méthode que j'ai mise au point, mais qui était déjà plus ou moins connue, puisque là, par exemple, on voit un domaine, le domaine Viré, c'est un viticulteur qui lui, fait ce qu'il appelle de la cosmoculture, c'est-à-dire qu'il va utiliser la science tellurique pour propager des informations qu'il place sur des vortex, dans des tubes. Et ces informations sont des informations, c'est des produits biodynamiques. Et en fait, au lieu de les vaporiser dans ces vignes, eh bien, ce viticulteur va utiliser les vortex naturels pour diffuser l'information d'une façon subtile dans toutes ces vignes. D'ailleurs, lui, il a fait une cave cathédrale qui est assez fantastique et évidemment qui est placée sur des réseaux, des vortex. C'est assez hallucinant ce domaine viré là qui se trouve près de Montélimar. La géobiologie moderne, on va dire, s'occupe également des pollutions technologiques. Donc, on va essayer de résoudre un certain nombre de pollutions qui peuvent nous affecter, comme par exemple toutes les pollutions liées aux ondes. Donc là, on va dire, c'est le mauvais côté de la lumière, c'est la lumière négative, c'est un peu toutes ces ondes qui se propagent et qui nuisent principalement à l'eau, quand on voit qu'il y a beaucoup d'antennes sur les châteaux d'eau, donc l'eau, elle va se faire polluer par ces ondes. Et puis évidemment, tous les gens qui vivent autour vont être gênés, les animaux aussi, les végétaux, les esprits de la nature. Ça va gêner tout le monde. Donc, on a mis au point aussi des systèmes pour neutraliser les effets nocifs de ces antennes.
Ensuite, la géobiologie va nous permettre de découvrir des lieux très spéciaux qui ont été utilisés soit pour des guérisons, soit pour des initiations. On va profiter donc de cette science pour pouvoir équilibrer le corps humain ou ouvrir dans le corps, on va dire, des systèmes qui ne sont pas ouverts habituellement, comme des systèmes de perception qui vont nous permettre d'être encore plus efficaces pour la recherche que l'on mène. Donc, ça, c'est super intéressant, les expériences que l'on peut vivre dans certains endroits. Mais évidemment, il faut avoir une certaine approche et pouvoir communiquer aussi avec les gardiens de lieux, car tous les lieux sont gardés par des êtres invisibles. Et si vous avez cette capacité, vous allez pouvoir découvrir comment faire pour vous équilibrer sur certains lieux sacrés. Voilà, c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans les stages. Et puis, dans les cathédrales ou les abbayes, eh bien, par exemple, là, c'était à l'abbaye Saint-Guilhem du Désert, près de Montpellier. J'ai créé un circuit de charge en sélectionnant un certain nombre de points négatifs et positifs qui vont s'enchaîner et qui vont permettre de vivre une expérience de recharge énergétique qui pourra être mesurée. Par exemple, avec la caméra GDB, on va pouvoir mesurer avant et après une personne qui a fait un circuit énergétique. Donc, c'est un circuit qui dure à peu près une demi-heure, où on va stationner sur des points positifs, sur des points négatifs, alternativement. Et ainsi, on va pouvoir vivre une expérience de recharge énergétique en utilisant la géobiologie sacrée et les édifices anciens, on va dire, qui, eux, ont la capacité d'amplifier un peu tout ce qui se passe à l'intérieur. Il y a le côté aussi, on va dire, un peu plus chamanique dans la géobiologie, c'est-à-dire qu'il y a aussi la perception d'êtres qui vivent autour de nous dans d'autres niveaux de réalité, dans d'autres dimensions, en vérité. Et ça peut être des anges ou des archanges, mais ça peut être aussi des esprits de la nature, des débats de la nature. Donc, on a finalement, la géobiologie va nous amener, et les perceptions vont nous amener à ressentir ces êtres-là aussi. Et on a même mis au point des systèmes de communication pour communiquer avec ces êtres-là, de façon à mieux comprendre comment ces mondes-là fonctionnent. Là, on voit la photo que quelqu'un a pris d'un archange. Et puis là, à gauche, dans la forêt, là, c'est plutôt la photo d'un déva de la nature, apparemment, qu'un chasseur animalier, un photographe a pris à l'aube. On peut voir qu'il y a pas mal de gens qui prennent des photos comme ça d'êtres invisibles. Et nos méthodes permettent de les ressentir, les méthodes de clair ressenti que j'enseigne. Après, il faut comprendre que la géobiologie, c'est quand même assez technique, car il y a un certain nombre de réseaux qui parcourent les édifices. Et évidemment, c'est intéressant de savoir que déjà, ces réseaux étaient connus depuis la plus haute antiquité, vu que tous les anciens sites sacrés sont bâtis sur des croisements de réseaux et des phénomènes, on va dire, assez exceptionnels. Par exemple, au croisement de ces réseaux, il va y avoir des vortex qui vont se créer. On va voir un peu plus loin les explications de vortex, mais tous les sites sacrés sont bâtis sur cette connaissance que les anciens possédaient. Donc moi, j'ai refait aussi dans différents livres, différents tableaux qui expliquent les différents niveaux de vortex, le nombre de spires qu'ils ont, la largeur, la hauteur, la valeur énergétique. Et on s'aperçoit que c'est des valeurs énergétiques puissantes, ce qui fait que les personnes qui vont utiliser
ces phénomènes de vortex, eh bien, vont vivre des expériences lumineuses, puisque l'énergie va leur permettre d'être traversée, on va dire, par une grande intensité de lumière, ce qui va vous permettre soit des guérisons, des initiations, des méditations très profondes, on va dire. Il y a aussi des cheminées cosmotelluriques en géobiologie. Donc, c'est des phénomènes comme on voit là sur une diapo, c'est qui laissent des traces dans la nature. Ça forme comme des tubes verticaux qui respirent et qui donnent une respiration à la Terre et qui sont aussi généralement très positifs pour le corps humain, bien qu'il y ait aussi des cheminées négatives qui existent. Et ces cheminées sont attirées par les constructions pointues, comme les tipis, les hommes, toutes sortes de constructions pointues, va attirer ce genre de phénomène qui se déplace, en fait, qui peut se déplacer. Un autre phénomène que l'on étudie, ce sont les courants telluriques. Donc là, ce sont des courants d'énergie qui circulent à travers le sol, principalement sur des crêtes, ou alors qui suivent des cours d'eau souterrains. Ce sont des courants qui ont des capacités de régénération assez importantes et que l'on va parfois rencontrer dans des maisons où les gens vivent très vieux. Ben, on s'est aperçu que dans ces maisons-là, il y avait des courants telluriques qui traversaient la maison et qui augmentent la longévité des personnes qui vivent là. Et on peut s'en servir aussi pour se régénérer, ces courants. Il y a aussi ce que l'on appelle en géobiologie des ley lines. Donc les ley lines sont des lignes sacrées qui relient les sites sacrés entre eux, donc qui ont été découverts au siècle dernier, mais qui existent depuis très longtemps. Enfin, ils ont été redécouverts, on va dire, puisque ça existe depuis très longtemps. D'ailleurs, la plupart des connaissances en géobiologie avaient, on va dire, été ignorées jusqu'au siècle dernier. Tout ça s'est revenu progressivement, alors qu'en fait, c'était connu depuis très très longtemps. Donc ces lignes-là, bien, moi je les ai étudiées aussi, parce que, évidemment, ça permet de comprendre le lien qu'il peut y avoir entre tous les sites sacrés, comment ça fonctionne, comme là, par exemple, la grande ley line qui passe par le Mont Saint-Michel d'Angleterre, de France, qui passe par Velay, qui passe par le Mont Blanc, qui passe par le Mont Gargano en Italie, puis qui se finit dans les grandes pyramides d'Égypte. Donc là, il y a des grosses lignes comme ça, planétaires, qui relient les sites sacrés entre eux. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme sur notre planète, cette compréhension, on va dire, des phénomènes et de la façon dont ils sont reliés ensemble. Voilà, par exemple, là, moi, après, je les dessine sur Google Earth pour mieux comprendre justement comment ça fonctionne et où sont les croisements principaux qui vont faire qu'on peut vraiment équilibrer tout un territoire quand on a cette connaissance. Et du coup, ces ley lines se croisent sur des lieux sacrés. Là, c'est le puits anglais. Saint-Michel-l'Aiguille. Pardon, Saint-Michel-l'Aiguille, c'est une église bâtie au sommet d'un rocher. C'est assez fantastique là-bas. Et là, c'est pareil, il y a des lignes qui se croisent, des ley lines, c'est un haut lieu mystique et un haut lieu de guérison. Et donc, ces lignes, il y en a plusieurs sortes. On en a déterminé 3 niveaux. Donc, les niveaux 1, c'est les plus courtes. Les niveaux 2, les niveaux 1 font quelques dizaines de kilomètres. Les niveaux 2, elles font quelques centaines de kilomètres. Et les niveaux 3, c'est des lignes qui font des fois le tour de la planète, qui font plusieurs milliers de kilomètres. Et donc, ces lignes, eh bien, elles ont des caractéristiques, elles activent certains chakras, elles ont des valeurs énergétiques aussi. Enfin, c'est aussi très intéressant d'étudier ces lignes-là. Mais bon, pour finir, toutes ces recherches
de géobiologie sacrée, quand même, on nous ramène à notre lieu de vie. Comment, avec toutes les connaissances des anciens, avec toutes ces connaissances, on peut arriver maintenant à rétablir les énergies dans un lieu de vie. Bon, finalement, c'est assez simple quand on a étudié la géobiologie sacrée et qu'on sait purifier toute une cathédrale, par exemple. Bien purifier un habitat, ça va me paraître un jeu d'enfant, on va dire. Ça va être beaucoup plus simple. Mais c'est important de comprendre quel est le problème, d'où il vient, qu'est-ce que ça peut engendrer comme déséquilibre au niveau de la santé. Donc, il y a tout on va dire, une étude qui est vraiment aussi consacrée à l'habitat et qui est, en fait, souvent, on est très demandé pour les habitats. Après, l'architecture sacrée, c'est plus une passion, on va dire. Donc, évidemment, on a beaucoup de méthodes pour purifier toutes sortes de choses qui peuvent nuire dans l'habitat. Ça peut être des failles, des entités, des mémoires, des réseaux négatifs, des pollutions électromagnétiques, des objets chargés. Il va y avoir toutes sortes de choses qui peuvent polluer l'habitat et bien, on va faire en sorte de les éliminer progressivement. Et pour ceux qui assisteront à l'atelier, je vous expliquerai comment on va faire par des procédés simples. Ouais. Alors, c'est bien sûr aussi, on va dire, lié au feng shui, aux éléments. C'est aussi lié à l'équilibre terre-ciel d'un lieu, l'équilibrage des éléments, les réseaux, on va parfois les déplacer. Et puis le but, quelque part, dans un habitat, c'est de faire monter le niveau vibratoire de l'habitat, c'est-à-dire le niveau vibratoire, on pourrait dire que c'est les échanges entre le ciel et la terre. Plus les échanges sont intenses, plus le niveau vibratoire va monter. Or, pour que ces échanges soient intenses, bien, il faut enlever les pollutions qui vont créer un barrage, on va dire, qui vont faire un frein à la circulation de l'énergie. Donc, le but du géobiologue, ça va être d'équilibrer le lieu à fond pour que les échanges cosmotelluriques soient intenses et que c'est un reflet sur notre corps, bon, à travers nos propres chakras. Eh bien, si vous rentrez dans un lieu où les échanges sont très forts, on va dire au niveau cosmotellurique, ben on va dire que le lieu vibre très bien et votre champ d'énergie lui-même va être dilaté et c'est une bonne condition, on va dire, pour rester en bonne santé et pour percevoir justement les énergies. Voilà, ça c'est une photo d'un plan de maison avec tous les réseaux dont on tient compte. Là, je les ai mis tous sur la même pour vous faire voir qu'il y a quand même un certain niveau d'études et d'exercices à intégrer pour devenir géobiologue, pour étudier tous ces réseaux et savoir l'influence de chacun d'eux. Chacun de ces réseaux, là on voit un plan, alors vu de plus loin, chacun de ces réseaux a des influences particulières sur le corps humain. Donc quand on fait par exemple de la géobiologie de l'habitat, bien on va aussi étudier le terrain. On va étudier le terrain, par quoi il est traversé. Et si on veut aller plus loin, on peut même étudier le village. Là, moi, c'est ce que j'ai fait dans mon village. Dans le petit village où j'habite, eh bien, j'ai tracé les réseaux qui traversent ce village avec les principaux vortex, ce qui permet d'avoir une compréhension plus globale, on va dire, et de là d'agrandir la recherche. En fait, le fait de rechercher d'abord chez soi, commencer, puis après dans son terrain, puis après dans son village, bien on va arriver à une vision plus étendue, plus globale, si bien qu'ensuite, voilà, là j'arrive, parce que dans la photo précédente, dans la diapo précédente, là, on arrivait à un point où il y avait un petit vortex, il y avait un gros vortex, et en fait, c'est l'église du village. Donc, à partir de là, à partir de l'endroit où j'habitais, hop, j'ai été jusqu'à l'église du village pour faire des recherches, pour voir qu'il y avait effectivement
elle était construite selon des réseaux bien particuliers, les réseaux Perret, qu'on voit ici en jaune, qui sont des réseaux solaires, qui croisent le centre de la plupart des églises et des sites sacrés, du moins en Europe, dans notre tradition. Parce que quand on va dans d'autres pays du monde, ils se servent d'autres phénomènes également. Là, par exemple, donc encore, si on recule, c'est comme si on reculait sur Google Earth, on prend de la distance. Là, il y a le village. Et puis, à côté du village, il y a une abbaye Saint-Michel qui se trouve là. Et on voit qu'il y a le vortex qui passe dans cette... les vortex sont des phénomènes avec deux spires qui sont reliés entre eux par un lien. Et là, on va voir que l'église du village de Torigna est reliée à un vortex de l'abbaye Saint-Michel. Hop, du coup, on va aller à l'abbaye Saint-Michel, voir ce vortex, voir comment les anciens, ils ont positionné cette abbaye en fonction des réseaux sacrés. On s'aperçoit que là, leur architecture est complètement alignée sur les réseaux sacrés. Et ils connaissaient, là en rouge c'est les réseaux Hartmann, en jaune c'est les réseaux Perret, en vert c'est les réseaux Curie. En fait, on s'aperçoit que dans les abbayes ou dans les cathédrales, ils ont tenu compte de plusieurs types de réseaux, jusqu'à 5 ou 6 réseaux principaux qui ont été pris en compte pour l'élaboration de l'édifice, ainsi que les vortex. Ici, on voit que dans le même édifice, alors, dans la photo d'avant, je ne sais pas si vous le voyez, oui. Dans la photo d'avant, on voit qu'il y a un gros vortex de niveau 2, donc qui se trouve au centre du cœur de l'abbaye. Mais si sur la même abbaye, on s'aperçoit qu'il y a aussi un petit vortex qui est... donc, il y a plusieurs vortex qui s'enchevêtrent. Donc, c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'on fait des plans sur différents calques. Parce que si on affiche tout sur le même plan, ça devient très vite très compliqué. Et on s'aperçoit aussi, quand on étudie les abbayes, les cathédrales, qu'elles sont pratiquement toutes construites sur le même schéma, on va dire. Voilà, le même plan, mais là, avec d'autres phénomènes. Par exemple, là, j'ai relevé que les courants d'eau souterrains, et puis les courants telluriques, qui, eux, sont des courants d'énergie qui sont un peu souterrains aussi, qui sont au niveau du sol, on va dire, et que l'on retrouve, qu'on va rencontrer dans les cryptes. Donc, les cryptes vont être proches de ces courants d'énergie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de places sacrées dans les cryptes. Et ça explique aussi pourquoi l'eau qui coule, là par exemple, c'est la fontaine de Saint-Michel de Cuccia, eh bien, l'eau qui sort de cette fontaine passe sous la crypte de l'abbaye, ce qui fait que eh bien, l'eau, elle est très, très dynamisée. C'est une eau très vibratoire et souvent qu'il y a près des sites sacrés, il y a des sources comme ça qui ont été captées et dont l'eau est très, très vibratoire et peut permettre non seulement d'améliorer la santé, mais des fois même des fois, elles ont des propriétés de guérison, je dirais. Et on s'aperçoit aussi que dans ces sites sacrés, au niveau des tours ou des clochers, eh bien, il va y avoir ces fameuses ley lines qui relient les sites sacrés entre eux, qui vont se trouver sur ces clochers. Donc nous, on va relever, en tant que géobiologue, on va relever avec des boussoles de précision les axes dans lesquels vont ces lignes, pour ensuite rechercher sur la carte eh bien, à quoi ces lignes sont connectées, et ça va nous donner une vision globale du lieu sacré, à quoi il est connecté et comment ça fonctionne. Donc après, on va chercher sur des cartes. Là, c'est des cartes au 25 millième, où on va tracer les principaux réseaux sacrés qui vont couper une région. On va pouvoir les tracer sur une carte et se rendre compte qu'il y a des croisements de réseaux où justement il n'y a pas d'église. Et pourtant, il y a bien des réseaux sacrés. Et ces endroits où ces réseaux se croisent, théoriquement, il y a des vortex. Donc, il est fort probable qu'à un moment ou à un autre, les anciens aient bâti quelque chose. Et en faisant des recherches, on peut s'apercevoir qu'effectivement, sur ces croisements de réseaux, il va y avoir des ruines ou des sites mégalithiques
de lieux sacrés très anciens et qu'on va pouvoir utiliser. Bon, là, c'est par exemple, c'est une pierre de guérison qui se trouve à côté de l'abbaye Saint-Michel, où il y a des gros phénomènes qui se croisent et qui étaient apparemment dans une chapelle, voilà, dont il ne reste plus que les fondations. Hein. Donc, nous, on sait maintenant utiliser ces endroits pour se régénérer, pour se soigner, pour s'équilibrer. Et on peut trouver ainsi dans la nature des genres de temples très anciens qui n'ont pas été répertoriés en tant que temple, mais plutôt en tant que vieille bergerie, alors que ces endroits sont construits sur des réseaux sacrés comme les églises ou les cathédrales. Là, je suis avec mon ami Stéphane Cardino, on était en train de faire des relevés sur des lieux horis, on appelle ça des horis. Ce sont des bâtiments en pierre sèche, celui-là, il a à peu près 1500 ans, et ces bâtiments, comme on va le voir sur le plan, sont... d'abord sont très épais, c'est des murs qui font plus d'1 mètre d'épaisseur, et qui sont bâtis sur le creusement de réseaux sacrés, des réseaux pérés, comme on en trouve dans les cathédrales, dans les abbayes, dans les églises romanes. Il y a une ley line aussi qui le traverse, il y a des réseaux curie, il y a tout un tas de réseaux, et on a fait plusieurs recherches sur ces bâtiments qui, pour nous, ne sont pas de vieilles bergeries, bien qu'elles aient pu être utilisées comme ça à une époque, mais en fait, je pense que c'était plutôt des anciens lieux de culte. Voilà, on voit que sur cette horie, on voit même qu'il y a un gros vortex qui s'est placé justement à l'endroit où il y aurait l'autel dans une église, par exemple. Là, c'est une autre abbaye. Nous, dans notre coin, on a de la chance. Dans les Pyrénées-Orientales, il y a beaucoup d'abbayes, d'églises romanes et de lieux sacrés. Donc, j'ai étudié de nombreuses abbayes. Ça, c'est l'abbaye d'Arles-sur-Tech, où là, c'est pareil, par exemple. Donc, moi, je fais mes plans sur Illustrator et je fais des calques pour chaque phénomène. Bon, là, par exemple, sur ce calque-là, on voit les réseaux Hartmann qui se trouvent généralement à se croiser dans le cloître, et les réseaux pérés qui généralement se croisent au cœur de l'édifice, là où il y a les vortex. Là, il n'est pas représenté les vortex, mais j'ai représenté les cheminées cosmotelluriques sur ce plan. Voilà, là j'ai le même plan, mais avec les vortex. Avec le principal vortex, qui est un gros vortex de niveau 2, qui se trouve donc sur l'autel. Là aussi, il y a un courant tellurique énorme qui sort du sol et qui se répand un peu dans l'édifice. Donc, en étudiant comment les anciens ont pratiqué, ont mis en place ces édifices, eh bien, on va pouvoir comprendre quelle était leur fonction, comment on peut déplacer certains phénomènes, comment ils les utilisaient pour faire des systèmes aussi de protection, de filtres. Il y avait toute une science qui s'est perdue, on va dire, et que l'on retrouve aujourd'hui en faisant ces recherches sur les sites sacrés. La science des bâtisseurs, on pourrait dire, avec évidemment toute une géométrie qui va supporter les plans de l'édifice. Et on s'aperçoit que là, la géométrie sacrée est importante. Je dirais même que la géométrie sacrée, c'est elle qui va canaliser la lumière invisible, le prana, les vibrations. Tout ça, ça va être canalisé par des formes qui sont bâties sur une géométrie sacrée. Donc, ça part du nombre d'or, qui est un nombre mythique, en fait, qui régit les proportions. Mais on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de proportions qui vont être basées sur ce nombre, qui est en fait un nombre harmonieux, on pourrait dire. C'est lui qui régit l'harmonie dans la nature, et que si on fait des bâtiments en respectant ces proportions, eh bien on va faire entrer en résonance le bâtiment avec le monde qui l'entoure, et on va parler du coup d'édifices sacrés. Mais en fait, c'est pas sacré que parce qu'il y a eu des cultes à l'intérieur, c'est sacré parce que
sa conception même a fait que le bâtiment lui-même va rentrer en résonance avec la nature qui nous entoure. Là, par exemple, on voit ce nombre d'or appliqué à la pyramide, puisque dans la pyramide, la hauteur va être la racine du nombre d'or pour un côté de 1. Et on va s'apercevoir que les proportions étaient connues depuis l'Antiquité pour faire des édifices sacrés avec ce nombre. Et il y a aussi une autre unité qui est très importante, c'était les systèmes de coudées. Comment les anciens avaient choisi des unités de mesure. Donc, il n'y a pas que les proportions, il y a aussi les unités de mesure qui vont permettre d'avoir un système de mesure qui prend en compte le nombre d'or et qui prend en compte aussi l'emplacement du lieu sur la Terre. Ainsi, on va parler de coudée du lieu, en fonction de la latitude du lieu, il va y avoir des mesures qui vont être différentes pour harmoniser le bâtiment en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire. Donc, moi, j'ai, à force d'étudier, on va dire, la géobiologie sacrée, les édifices sacrés, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, on ne fait plus maintenant, ça s'est tellement perdu qu'on ne fait plus rien comme édifice sacré. Et je me suis dit, c'est dommage, et j'ai eu envie de reconstruire quelque chose de sacré. Je me suis penché alors sur une forme, une structure géométrique qui avait été ramenée par un architecte français, Jean Soule, qui avait ramené une structure géométrique qui s'appelle le ZOM et qui est basée sur la double spirale. Et donc, comme je suis charpentier, j'ai commencé à bâtir aussi des structures. Là, par exemple, c'est un ZOM à 7 côtés. C'est des structures qui sont basées sur la double spirale et qui vont permettre une accélération de l'énergie, c'est-à-dire une concentration de l'énergie vitale, un peu au même titre que lorsque les réseaux sacrés se rencontrent, il va y avoir des vortex, des phénomènes. Et bien là, on n'a pas besoin d'avoir des réseaux sacrés. Le fait même de bâtir avec cette forme, ça va provoquer des concentrations d'énergie vitale et ça va élever le niveau vibratoire du lieu. Donc, j'en ai fait en bois, comme ça. Là, celui-là, c'était plutôt comme un lieu expérimental qui servait aussi de serre. Mais j'en ai fait aussi en bois plus dur avec des équipes d'amis. On en a fait des plus gros. Celui-là, il fait quand même 10 mètres de diamètre et à l'intérieur, c'est une grande salle qui va servir à faire des stages. C'est une grande salle où tout est très, très vibratoire. Toutes les vibrations sont amplifiées. Et en plus, dans ces structures, il y a toute une zone qui laisse rentrer la lumière au centre, ce qui en fait des structures, on pourrait dire, biodynamiques. Donc pendant, là, ça fait 35 ans que j'ai commencé à réaliser ces formes. Et je les ai réalisées de différentes façons, à différentes échelles. Là, on avait fait avec un ami des modèles plus petits pour mettre dans son jardin, des modèles qui faisaient à peu près 20 mètres carrés. J'en ai fait aussi des tout petits, où là, ça faisait un peu comme une chambre individuelle dans un jardin, mais ça peut être aussi un lieu de massage, un lieu de thérapie, un lieu de méditation. Donc cette forme peut être conjuguée à différentes échelles. J'en ai même fait des tentes. Donc en fait, pendant une vingtaine d'années, j'en ai réalisé et inventé dans différents matériaux. Donc là, c'était un tube d'aluminium, des structures nomades, on pourrait dire, qui sont basées sur la géométrie sacrée, la double spirale, comme on voit qui se dessine sur les formes. Donc la double spirale, c'est évidemment, ça fait tout de suite penser à l'ADN. C'est des structures qui vont concentrer l'énergie de vie. On peut les utiliser d'ailleurs sans la toile, juste la structure suffit à créer ce qu'on appelle l'onde de forme.
qui va créer un rayonnement interne et externe. C'est-à-dire que ça va rayonner aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, ça peut faire des petits lieux de méditation. Et j'en ai fait aussi en verre. Donc là, ça plutôt, on pourrait dire, comme des sculptures de verre, un peu faites en vitrail, qui ont la capacité également de concentrer l'énergie dans leur centre et de créer un peu un genre de point de transmutation au centre. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que toutes ces énergies qui se concentrent, que ce soit dans des formes ou dans des vortex, eh bien, vont créer des niveaux vibratoires supérieurs et voire même créer des portes dans le monde invisible. Comme les vortex, on pourrait dire que ce sont des portes entre les dimensions et que du coup, dans ces phénomènes-là, il peut y avoir des présences spirituelles qui se manifestent. Ou alors nous-mêmes, en tant qu'humains, si on va méditer dans ces phénomènes-là, on va pouvoir se connecter à des fréquences supérieures de nous-mêmes, on pourrait dire. Voilà, en plus, ce sont de très beaux objets qui rayonnent et que l'on peut placer dans son habitat. Bon, je ne fabrique plus maintenant, je l'ai fabriqué pendant une dizaine d'années, mais j'ai appris à pas mal de gens à les réaliser. Maintenant, il y a des gens qui en réalisent. J'ai un de mes élèves qui en fait son activité principale. Et sinon, je les ai réalisés aussi en quartz. Donc, je les ai fait tailler au Brésil, ces formes, pour, on va dire, les conjuguer à une autre échelle, dans d'autres matériaux. Donc, là aussi, ce sont des quartz qui ont des propriétés vibratoires supérieures, dans le sens où il y a une géométrie sacrée, il y a des formes qui vont faire que le quartz acquiert une autre puissance. Et on en a fait aussi en verre. Cela, on en diffuse encore dans notre maison d'édition. Donc là, c'est du verre, du cristal de verre, on pourrait dire, hein, dans lequel on a gravé à l'intérieur au laser. Il y a eu un lotus. Et là, ce sont des objets programmés qui vont, une fois activés, augmenter le niveau vibratoire des lieux. Donc, c'est des petits objets qui font environ 10 cm de diamètre. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre pour réaliser soi-même ces hommes en verre. Donc, j'explique un peu on va dire, toute la recherche qu'il y a derrière pour arriver à faire ces formes basées sur la double spirale, qui sont pour moi comme des temples modernes, au-delà des religions. C'est plutôt des structures biodynamiques, on pourrait dire. Voilà, j'ai fait aussi un DVD où là, il y a plein de photos de construction, des plans, des dossiers techniques, il y a des programmes de calcul pour calculer les formes. Si vous voulez vous en faire un chez vous, vous pouvez également le réaliser vous-même si vous êtes bricoleur. Et vous pouvez réaliser dans votre jardin des espaces particuliers, des petits espaces pour faire des lieux de yoga, de qigong, de méditation. Pas mal d'utilisation. Donc là, maintenant, on ne l'a plus en DVD. D'ailleurs, on le fait en format clé USB, ce document. Et puis, eh bien, récemment, j'ai sorti un livre, La géobiologie pour tous, où là, j'explique des nouvelles méthodes de géobiologie accessibles au plus grand nombre et qui sont absolument sans danger. Et c'est ce que j'ai envie de vous proposer donc, pour l'atelier que je vais animer. Donc, un atelier où vous pourrez vous-même purifier votre habitat par des méthodes relativement simples que je vous expliquerai lors de cet atelier. Donc, devant vous, en regardant devant votre ordinateur les indications que je vais vous donner, eh bien, vous allez pouvoir purifier votre lieu et
augmenter la vibration de votre lieu. Évidemment, l'idéal, c'est de pouvoir mesurer en radiesthésie le niveau vibratoire du lieu avant l'atelier et après, pour que vous voyez bien la différence. Donc, je vous invite, pour ceux qui veulent suivre cet atelier, à avoir quand même un système de mesure, que ce soit radiesthésique ou autre, qui vous permettra de bien appréhender la différence de vibration de votre lieu de vie avant et après cet atelier. Donc voilà, ça c'était un petit résumé donc, de mon travail de géobiologue. Voilà, je vous invite tous à expérimenter par vous-même lors de cet atelier comment il est possible d'équilibrer votre lieu à distance. Alors là, je vais te dire, j'ai hâte de faire cet atelier ensemble. Je vais tout préparer dans ce sens et nous allons expérimenter. Merci beaucoup, magnifique, hein, ce bel exposé a vraiment été généreux dans toutes tes informations. Et donc, à vous tous, je vous dis à très bientôt pour l'atelier que vous trouverez en bonus. Ben merci à toi Nathalie. Puis bien écoute, j'aurais pu en parler pendant des heures, mais je sais que voilà, on a un temps qui nous est imparti. Donc j'en parlerai plus en détail dans l'atelier, on va dire. Merci à toi encore. Voilà. Merci à tous les auditeurs. Au revoir.